Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal et la Chine ont conclu samedi de nouveaux accords de partenariat à l'occasion de la visite d'État à Dakar du président Xi Jinping. Première visite d'un président chinois depuis près de 10 ans. Polémique autour de l'existence d'un fichier électoral parallèle au Mali. À quelques jours du scrutin présidentiel du 29 juillet, l'opposition dénonce ce qu'elle considère comme une vaste tentative de fraude. Et puis au Rwanda, l'entrepreneuriat séduit de plus en plus de jeunes, mais qui doivent faire face à de nombreux défis. Pour les accompagner, des services innovants leur sont proposés. Le Sénégal a été la première étape de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Arrivé ce samedi 21 juillet à Dakar, il a été reçu par son homologue sénégalais Macky Sall. Une visite d'État durant laquelle le président chinois, qui ambitionne de resserrer les liens économiques entre l'Empire du Milieu et le continent africain, a conclu plusieurs accords économiques avec le Sénégal. Les détails avec El Adjindiaï, notre correspondant à Dakar. Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, est arrivé à Dakar ce samedi 21 juillet 2018. Une visite qui a pour objectif de redynamiser certains axes de la coopération, notamment dans des domaines comme les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel, l'énergie, le sport et la santé. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards de francs CFA. En plus de cette coopération officielle, nous allons aussi promouvoir les investissements directs entre nos deux pays en facilitant la collaboration entre les secteurs privés chinois et sénégalais. Le président chinois a réaffirmé son engagement de soutenir le Sénégal. La Chine se veut aujourd'hui comme le partenaire stratégique du Sénégal et même de l'Afrique. Chaque fois que je viens en Afrique, je peux pleinement mesurer le grand dynamisme de ce continent. Et je peux sentir profondément l'aspiration du peuple africain à une vie meilleure. J'ai le vif sentiment que ce continent recèle un énorme potentiel de développement et qu'il est promis à un avenir radieux. Au Sénégal, la Chine finance déjà pas moins d'une quarantaine de programmes. Le pays enregistre le premier déplacement du dirigeant chinois dans la sous-région. Xi Jinping s'est rendu au Rwanda ce dimanche avant d'assister au sommet des pays émergents, les BRICS, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un fichier électoral contesté, des bureaux de vote fictifs. À quelques jours du scrutin présidentiel au Mali, le camp du chef de file de l'opposition et candidat Soumaïla Cissé appelle à la vigilance autour de fraudes en préparation. Des allégations que les instances en charge de cette échéance électorale réfutent et que la majorité considère comme une surenchère. Retour sur ce rebondissement dans ce sujet de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle, l'opposition malienne dénonce des tentatives de fraude dans le processus. Selon le directoire des campagnes du candidat Soumaïla Cissé, il y aurait deux fichiers électoraux différents et le nombre d'électeurs fictifs s'élèverait à plus de 1,2 million. Le candidat Soumaïla Cissé a affirmé que le fichier électoral mis en ligne le 4 juillet par les autorités était totalement différent du fichier audité le 27 avril par l'Organisation internationale de la francophonie. Pour nous, il y a un seul fichier, c'est le fichier audité par les experts internationaux. Alors si un autre fichier est mis en ligne, qui est distinct du fichier audité, il est évident qu'il y a un sérieux problème. Et qu'on attend que l'Organisation internationale de la francophonie prenne position, comme nous attendons de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de dire ce qu'elle pense de cette grave situation. Face à ces accusations, le camp présidentiel voit une volonté de l'opposition de prendre en otage le processus électoral. Lors de la présentation du programme du président sortant, il a été évoqué la panique d'une probable défaite dans le camp de l'opposition. Les mêmes qui poussent les cris d'enfer aujourd'hui, quand ils voient notre campagne évoluer avec dynamisme, et paniquent, deviennent peureux, deviennent effrayés et racontent n'importe quoi. Ils en ont l'habitude. Le délégué général aux élections, le général Siaka Sangaré, admet une erreur technique dans l'application du fichier électoral, mais refute toute tentative de fraude. Le général Sangaré rencontre dès ce lundi les experts des différents candidats. L'opposition, elle, multiplie les contacts avec les partenaires du Mali, les partis politiques, mais aussi avec les observateurs présents dans le cadre de ces élections.
Au Tchad, les élections législatives font débat, en cause le délai d'organisation de ce scrutin, attendu puis repoussé plusieurs fois depuis juin 2015. Ces élections ne semblent pas être réalisables pour le camp de l'opposition. L'opposition qui, depuis l'annonce en janvier 2018 du calendrier électoral, fait part de nombreuses craintes. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce week-end le délai imparti pour l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018. Elle estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections en 2 mois alors que la Commission nationale électorale n'est pas encore mise sur pied et que la révision des listes électorales n'est toujours pas effective. Si on est déjà en juillet et bientôt c'est août, il n'y a pas encore une liste électorale révisée. Et vous parlez d'une élection en novembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Mais est-ce que vous serez vraiment prêt à aller aux élections en tant que Tchadien? Est-ce que ça va être une élection transparente, une élection crédible? Les élections législatives au Tchad ont été reportées à plusieurs reprises pour des raisons économiques et financières. Mais pour l'instant, les partis politiques de la majorité se disent optimistes quant à la tenue des élections à l'échéance annoncée par le chef de l'État. Il n'y a pas une autre voie plus prépondérante que la voie du chef de l'État. Et les élections ont été repoussées par plusieurs fois. Et la raison fondamentale était beaucoup plus liée, n'est-ce pas, à l'économie, aux finances. Et si maintenant le chef de l'État dit que les élections vont avoir lieu en 2018, il n'y a pas une autre personne qui peut dire le contraire. Pour rappel, le mandat de l'actuelle législature lancée depuis juin 2011 et qui devait prendre fin le 20 juin 2015 a été prolongé 2 fois à cause de l'incapacité financière du pays à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Au Rwanda, de plus en plus de jeunes misent sur l'entrepreneuriat, mais ils doivent faire face à de nombreux défis, dont celui de se faire accepter au dépit de leur âge. Alors pour y remédier, certains de ces jeunes se sont lancés dans l'accompagnement, proposant des services innovants à destination des startups. Ils ont partagé leur expérience avec Fraterne Takaisanga, notre correspondant à Kigali. Franck Rubaduka est un jeune entrepreneur rwandais de 24 ans. En 2017, Franck et ses collègues ont créé une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des jeunes entreprises, juste quand ils s'apprêtaient à terminer leurs études universitaires. Leurs services vont du développement des stratégies de communication à la composition des plans d'affaires. So we just came in as a business development consultants. 80% de nos services concernent la consultance pour les startups et les petites et moyennes entreprises appartenant aux jeunes, surtout les étudiants et les entreprises qui ont moins de 2 ans d'expérience. Nous apportons aussi notre expérience aux PME locales existantes, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir les consultants internationaux. Selon ces jeunes, le plus grand défi concerne non seulement l'accès au financement, mais également les rejets que leurs propositions subissent de la part de leurs aînés dans la profession, ce que ces jeunes appellent un conflit de génération qui n'aurait rien à voir avec leurs compétences. Nous arrivons souvent à les convaincre quand on leur propose par exemple une période d'essai pour voir ce qu'on peut faire, une séance par exemple de coaching avec leur staff pour voir ce que ça donne. Et puis arriver à ces niveaux-là, vous savez que nous vivons dans une ère technologique, dans l'ère de l'information. Alors on se rend beaucoup plus compte que nous avons une certaine connaissance en tant que jeunes, nous avons une certaine connaissance avancée par rapport aux défis actuels. Selon le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, 98% des entreprises sont considérées comme des PME et représentent 41% de tous les emplois du secteur privé dans le pays. Cependant, la plupart d'entre elles s'effondrent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés surtout aux facteurs macroéconomiques. Coup de projecteur sur l'artiste Indira, qui est au Cameroun l'une des voix montantes de la musique gospel. Artiste polyvalente, elle explore plusieurs variétés dans ses compositions afin de toucher le maximum de mélomanes. Son portrait dans ce reportage de Viviane Baouken. Parfaire l'œuvre de Dieu sur terre avec sa voix est le des challenges que s'est fixé la jeune chanteuse gospel camerounaise Indira. Et pour y arriver, elle s'y met à cœur joie entre travail acharné et lecture biblique. Artiste polyvalente, elle explore plusieurs variétés dans ses compositions afin d'ajouter un brin de modernité à la musique gospel. Sa victoire serait donc de transformer le maximum de cœurs. Mon but, c'est de vider le camp de l'ennemi pour le paradis. Par exemple, quand des gens m'appellent
m'appelle pour me dire « Tiens, Indira, ta musique m'a beaucoup touchée, j'ai fait la paix avec telle personne, j'ai été guérie à cause de tes chansons, j'ai donné ma vie au Seigneur. » Donc voilà, c'est ça mon cœur. Fille de pasteur, Indira développe des performances de chant assez remarquables. Avec ses textes dénonciateurs, critiques et appelant au réveil percutant, l'adolescente de 16 ans doit sa notoriété à ses parents. Je me rappelle, c'était à la cuisine, elle m'a appelée, elle m'a dit « Ma fille, je vais t'apprendre une chanson. » Et donc on a commencé à chanter et quelques temps après, je me suis retrouvée dans un studio. Donc je ne peux pas vraiment dire que j'ai pris la décision de commencer cette carrière parce que la décision, elle est venue de mes parents. Prix spécial d'encouragement du jury lors des Canals d'Or 2017, Indira compte aujourd'hui 4 albums dans sa discographie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.